Deuxième partie de l'histoire du manga, Osamu Tezuka, les premières années. Tezuka est né en 1928 et il a déménagé très tôt à Osaka. La famille de Tezuka, c'est pas une famille pauvre du tout. Tezuka, c'est quelqu'un qui a grandi dans un contexte familial très cultivé. Son père était un grand amateur de cinéma et il avait les moyens de s'acheter un des premiers projecteurs pour l'utilisation domestique. Cela veut dire que Tezuka a été confronté très petit à des films comme les films de Chaplin ou les premiers films de la Disney. La mère, c'était une amatrice de théâtre et elle connaissait plein d'actrices de la compagnie féminin, la Tarakazuka Revue, qui c'est une compagnie très célèbre d'Osaka, et le petit Osamu était amené très souvent à voir les spectacles de cette compagnie et lui-même il fréquentait, la famille fréquentait les acteurs, les actrices parce que c'était que des femmes. Une autre passion du jeune Tezuka, c'était les insectes. Là, ce que vous voyez, c'est des petits dessins très réalistes qu'il réalisait quand il était enfant. Il les cataloguait, il allait dans les allers-retours de la maison, parce que c'était encore la campagne. Il prenait les insectes et il avait vraiment une espèce de catalogue où il faisait un dessin de chaque insecte, il le nommait. Ça montre bien la curiosité extrême du jeune Tetsuka, mais aussi son intérêt pour la science, pour le pensée rationnelle. Il a dessiné pratiquement à partir de toujours. Il a toujours dessiné de la bande dessinée sur des cahiers qu'il donnait à ses copains pour être lus. À l'école, il disait qu'il avait souffert parce qu'il était petit avec les lunettes et beaucoup de monde se moquait de lui. Mais grâce au dessin, il avait trouvé sa place. Quand il était adolescent, il a été malade pour une mycose très rare, une forme très violente de mycose, qui a failli lui coûter les bras. S'il avait été découvert un peu plus tard, il aurait dû lui couper les deux bras. Heureusement, ça n'a pas été le cas, il a été soigné par les médecins, et c'est une des raisons qui l'ont poussé à choisir de s'inscrire à l'université de médecine, parce qu'il trouvait que c'était admirable la profession de médecin, parce que ça aidait les gens. Donc c'est ce qu'il a fait à la fin du lycée, il a suivi les cours de médecine, et il est devenu médecin, même s'il n'a jamais pratiqué en tant que médecin. Tetsuka, c'est un enfant de la guerre. C'est quelqu'un qui a vécu les horreurs de la guerre et dans les années du lycée, il a été mis au travail, comme la plupart des adolescents, dans les usines qui étaient fondamentales pour produire le matériel, vu que tous les hommes étaient partis au conflit. La première bande dessinée publiée par Tetsuka, c'est le journal de Machan. C'est publié en 1946. C'est une bande dessinée humoristique en quatre strips à lecture verticale. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez que même si c'est l'œuvre d'un jeune homme, le dessin, il est déjà pas mal du tout. Il est très expressif. Il avait des choses à dire, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui avait vraiment des choses à dire. Une énorme facilité dans l'invention humoristique. Mais il a réalisé dès le collège des histoires plus complexes dans ses carnets. C'est pour ça que dans la deuxième moitié des années 40, quand il avait 19 ans, il est allé voir un éditeur avec un projet qui s'appelle La Nouvelle Île au Trésor. La Nouvelle Île au Trésor, c'est donc son premier livre, c'est le premier story manga, c'est le premier manga narratif, une espèce d'ancêtre de roman graphique, même pas un ancêtre, c'est vraiment un roman graphique. C'est une histoire d'aventure inspirée vaguement de l'île au trésor de Stevenson. La nouveauté de ce livre, c'est la narration. Tetsuka était un fou de cinéma, il a été toute sa vie, et l'influence du montage, du découpage cinématographique est énorme. Là, vous voyez le début du livre, tel qu'il a été reconstitué quelques années après, parce qu'il ne voulait pas respecter les coupes qu'il lui avait fait l'éditeur. Tetsuka, il avait débarqué avec plus que 200 pages. L'éditeur n'avait pas les moyens techniques de les imprimer, donc il avait coupé une bonne centaine de pages et il réduit la longueur complexive du récit. Ça, c'est la version qu'il avait fait au début, qu'il a redessiné dans les années 70. Et vous voyez bien que le montage est complètement cinématographique. Le livre a eu un succès formidable. Et il ne faut pas oublier que dans un pays pauvre, où les loisirs étaient peu,
les enfants qui se sont trouvés confrontés à ce genre de narration étaient complètement étonnés. Ils n'y croyaient pas. C'était quelque chose de miraculeux. D'où ça sortait? Il a, lui seul, déterminé la plupart des vocations des auteurs de bande dessinée de la génération d'après. La même génération qui va essayer de le dépasser dans les années 50. Le livre a vendu énormément. Ce n'était pas une presse nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que les éditeurs de bande dessinée à l'époque n'avaient pas accès à les grandes machines d'impression. C'était imprimé localement en ville par des artisans qui, avec des lastres, des plaques de zinc, ils faisaient plein de trous sur votre dessin pour copier l'image, et après avec l'acide, non, il gravait. Donc il y avait des différences entre villes et villes, pratiquement. Le livre n'était pas tout à fait le même. L'histoire, oui, mais les dessins, pas complètement. Chose qui donnait le plus grand désespoir à Tezuka. Et le succès du livre, qui s'est vendu à plusieurs dizaines d'exemplaires, c'est difficile de calculer parce qu'il y avait aussi plein d'éditions pirates, mais on parle même de quelques centaines de milliers d'exemplaires, a été suivi l'année d'après par Lost World et Next World. Lost World et Next World, c'est deux livres de science-fiction. La science-fiction, c'est un genre très cher à Tezuka, et on peut dire que c'est la même chose pour la plupart des enfants de l'époque, pour une raison assez simple. Le Japon, c'était un pays occupé militairement par les États-Unis. Quand il y a une occupation militaire, il y a le contrôle de la presse. Ça veut dire que vous ne pouvez pas publier ce que vous voulez. Tout doit être validé. Ça concerne aussi les bandes dessinées, qui c'est une littérature pour la jeunesse. Donc, tout ce qui rappelait le nationalisme, y compris les arts martiaux, était banni. Alors, la science-fiction, c'était un terrain vierge. C'est un espace où on pouvait inventer ce qu'on voulait. Tezuka et plein d'autres jeunes de son âge, donc, étaient des grands amateurs de ce genre. Et il l'a énormément pratiqué. En 1949, il voit des images du film Metropolis de Fritz Lang. Attention, il ne voit pas le film. Parce que le film, il n'avait pas été distribué encore. Mais il voit quelques photos et il s'en laisse inspirer pour créer sa propre version de Metropolis. C'est une très 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 belle bande dessinée de science-fiction, magnifiquement dessinée. Là, vous voyez vraiment la splendeur du premier style de Tezuka. C'est un style naïf, très influencé par Disney. En quelque sorte, il a déjà les gros yeux, mais c'est très dynamique. Il a une belle utilisation du gris. Il a une grande capacité avec le paysage, même avec des bâtiments qui sont pas réalistes du tout. Il arrive à créer une forte impression de réalisme, de réalité, d'action. Donc là c'est une page très célèbre, c'est la fin du livre. Et vous voyez, c'est vraiment très très bien dessiné, très bien découpé. Il a fait beaucoup de BD de science-fiction ou de couverture à l'époque. Vous voyez bien que le graphisme de Tezuka est en ligne avec ceux qui en faisaient un peu dans les années 40, ça veut dire un mélange entre les idéogrammes et le titre en anglais. Ils sont tous les deux. Ça se faisait pas dans le manga, par contre. Ça se faisait dans certaines revues, mais Tezuka c'était le premier à utiliser ça dans la bande dessinée. Là, vous voyez une illustration de couverture. La technique, c'est assez simple, c'est de l'aquarelle et de la gouache, des couleurs primaires. D'un point de vue technique, Tezuka, il n'a jamais utilisé des techniques très complexes, parce que son rythme de production lui imposait une rapidité forcenée. Il en parle de 20 ou vingtaine de pages par jour. Les premières années, il n'avait pas d'assistant. Il faisait tout seul. Et en même temps, il était étudiant de médecine. Avec les nuits à l'hôpital qu'il faut faire un étudiant de médecine. Souvent, il allait se cacher dans une petite pièce de l'hôpital pour dessiner, ce qui lui a valu un conseil du directeur de l'hôpital qui lui a dit: arrête, ne devenez pas médecin parce que vous allez pas bien vous débrouiller. En 1950, il publie en épisode Jungeru Taitei, c'est Kimba le Lion Blanc, première grande récit animalier de Tezuka qui compte plusieurs centaines de pages. C'est l'histoire du petit Kimba, le fils du roi de la jungle, qui, forcé de s'éloigner de la famille, il va découvrir le monde des hommes et retourner ensuite pour conquérir la place que lui est due. Certains disent que Disney s'est inspiré un peu trop de Kimba pour le roi lion. C'est déjà, là, vous voyez, le style en 4 bandes,
avec une narration très serrée qui va caractériser cette phase de Tezuka. Regardez bien une chose, même si on réduit la taille des pages, elle reste très lisible. Ça, c'est dû à la géométrie simple et à l'utilisation du noir très très bien placée, très intelligente qui fait Tezuka, qui veut être lu sans effort par des enfants, parce que le public auquel il est destiné son travail, au début, ce sont vraiment les enfants. En 1951, il invente son personnage le plus célèbre, en quelque sorte, vraie mascotte du Japon des années 60, 50-60. C'est Astro Boy. Astro Boy, c'est un personnage mythique. L'histoire, elle est simple et géniale. Un père perd son fils dans un accident de voiture. Il n'arrive pas à accepter sa mort. Il demande à un chercheur d'inventer un robot qui a le même visage de son fils. Pour quelque temps, il est content de ce robot, mais après quelques mois, ça lui suffit plus. Il voit que le robot, ça ne va jamais être un être humain, il grandit pas. Donc, il s'en débarrasse en faisant cadeau à un cirque. Et là, commencent les aventures de Petit Astro. La grande inspiration, c'était Pinocchio. Non, au début, je connais pas la date de diffusion du film au Japon. Je pense que c'est fort probable que ça soit la même année dans laquelle il a fait Astro Boy. Mais il a aussi lu, on est sûr qu'il avait accès au livre de Collodi. Mais c'est possible que la même année, Pinocchio a été distribué, parce que c'est l'année, le 1951, dans laquelle Bambi est distribué. Donc ça veut dire que les 10 ans de passage entre la réalisation des films Disney et la mise en commerce au Japon à la fin de la guerre, c'était probablement le temps nécessaire pour que le public japonais puisse accéder à ce genre de film. Il y a beaucoup de livres de Astro Boy qui sont dans les œuvres complètes de Tezuka. Les œuvres complètes de Tezuka sont un outil formidable, un catalogue de presque tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas tout, hein. Il y a une entière, paraît-il, de ce qu'il a dessiné, mais on peut lire l'intégralité des séries les plus célèbres. Le tome le plus connu, s'appelle Le plus grand robot du monde. C'est une très belle BD, effectivement. Moi, je l'ai acheté en japonais. Il y a le méchant robot qui s'appelle Pluton, que c'est un très grand et très fort robot qui tue tous les autres robots de la planète, et à la fin, il y a le combat avec Astro. Là, vous voyez vraiment ce que c'est le style d'Astro Boy dans la maturité. Ça veut dire très dynamique, vraiment avec des noirs magnifiquement placés. Cette bande dessinée a été reprise par Urasawa dans une BD qui s'appelle Pluton, que c'est une version moderne de cet ouvrage où il a réécrit. C'est comme un mythe en quelque sorte qu'il réinterprète. Astro Boy a connu un immense succès populaire et il a été décliné en énormément de produits dérivés et dans les années 60 dans une série télé de laquelle je parlerai plus tard. Ça, c'est quelques jouets d'Astro Boy, c'est toujours beau à regarder. Un peu énervé Astro Boy. Pour vous montrer ce qu'il a fait à côté des séries hebdomadaires, ça c'est un livre qu'il a fait inspiré de Bambi. Comme je vous disais, Bambi est sorti en 1951 au Japon. Et Tezuka l'a regardé, paraît-il, 80 fois. C'est lui qui l'a dit. Et après la première dizaine de fois, il est allé avec un carnet et une lampe. Et il essayait de dessiner certaines attitudes des personnages. Il connaissait le film par cœur, au point qu'il a fait une version pratiquement pirate en BD de Bambi. C'est quelques années après qu'ils ont eu un accord avec Disney. Il change un petit peu l'histoire, paraît-il, mais j'ai pas lu le livre. Mais vous voyez bien que c'est étonnant. L'amour, c'est l'œuvre d'un fan. Vraiment, quelqu'un qui était tellement amoureux du film, qui s'est dit, bon, moi je veux reproduire ça en bande dessinée.